Ouais, c'est hyper clair, Chahinez. Et c'est vrai qu'après tous ces chiffres, tous ces graphiques, tous ces exemples, on se dit que c'est quand même bien dangereux d'utiliser des moyens de paiement et qu'on peut vite se retrouver victime d'une fraude sans à peine avoir eu le temps de réagir. Alors, Marine, voilà, quand on fait ce constat, c'est vrai qu'on se dit que ça peut quand même être compliqué. Donc, comment est-ce que vous faites pour garantir cette confiance dans l'utilisation des moyens de paiement scripturaux en particulier ? Alors, on a plusieurs outils pour ce faire. On a tout d'abord un outil qui nous permet d'agir en amont, qui est l'avis de sécurité qu'émet la Banque de France lors de l'agrément d'un établissement bancaire. Alors, l'agrément, il est délivré par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, qui est le gendarme des banques, qui délivre au moment où l'établissement démarre son activité. Et à cette occasion-là, la Banque de France émet un avis de sécurité pour s'assurer que l'établissement dispose bien, avant de démarrer son activité, d'un dispositif qui est conforme aux attentes en termes de sécurité, notamment au niveau du système d'information. Ensuite, nous avons le contrôle sur pièce qui se concrétise par des réunions avec les établissements de la place. Et puis, on peut aussi avoir des demandes d'informations ou bien de procédures ou de documentation, notamment lors d'études transversales. Et puis, si on a un doute, on appelle l'inspection de la Banque de France pour demander un contrôle sur place pour aller vérifier si le dispositif est toujours conforme aux attentes. Et puis, on a aussi un outil statistique qui nous permet de collecter des données relatives à la cartographie des moyens de paiement ainsi qu'à la fraude afférente. Comme ça, on peut faire des analyses, que ce soit macro ou bien micro au besoin. Et enfin, on a un super outil qui s'appelle l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui est une instance qui est présidée par le premier sous-gouverneur de la Banque de France et qui rassemble de nombreux membres qui représentent les différentes parties prenantes. Et je vais donner quelques exemples, mais je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux. Les établissements bancaires, les associations de consommateurs et les associations de commerçants et d'entreprises, les forces de l'ordre comme la police, la gendarmerie, la justice, la CPR, les opérateurs de télécommunications, etc. etc. Donc, l'objectif commun de tous ces acteurs, de tous ces représentants, il est le même, c'est de maximiser la sécurité des moyens de paiement et de lutter contre la fraude, que ce soit via des actions ou bien de la sensibilisation. Alors maintenant que j'ai introduit l'Observatoire, je souhaitais justement vous donner des exemples forts d'actions fortes qu'a mené l'Observatoire, notamment pour lutter contre les fraudes qu'on a vues tout à l'heure sur les deux moyens de paiement les plus fraudés. Donc, par exemple, on a vu tout à l'heure que le pic de la fraude intervenait en 2019 et c'est justement l'année où nous avons introduit le déploiement de l'authentification forte pour les paiements en ligne. Donc, l'authentification forte a été introduite par une directive européenne, mais elle a été orchestrée par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. C'est-à-dire qu'elle a été coordonnée, elle a été suivie, les acteurs ont été soutenus via l'Observatoire. Donc, cette authentification forte, qu'est-ce que c'est ? C'est la combinaison de deux facteurs d'authentification qui appartiennent à deux catégories des trois que je vais vous citer. Donc, la première qui est la connaissance. Donc, c'est une information que seul doit connaître l'utilisateur du moyen de paiement. Ça peut être un mot de passe, un code, une information personnelle. La deuxième catégorie, c'est celle de la possession. Donc, c'est un élément que seul possède l'utilisateur du moyen de paiement. Donc, ça peut être un téléphone, une montre, un boîtier sécurisé. Et enfin, la dernière, c'est l'inhérence. On peut l'appeler aussi le facteur biométrique, qui, lui, est quelque chose qui est intrinsèque à l'utilisateur du moyen de paiement, qui peut être le visage, la voix, l'empreinte digitale. Donc, si je donne un exemple, avant le déploiement de l'authentification forte, nous étions en authentification simple. Alors, il s'agit bien que d'un exemple, hein, il y a plein de configurations possibles, mais lors de l'authentification simple, je veux payer quelque chose en ligne, je saisis mes coordonnées bancaires sur l'interface, puis s'affiche un deuxième écran où on me demande de saisir le code que je viens de recevoir par SMS. Je saisis le code, je valide et l'opération est terminée.
Si maintenant je me positionne dans l'ère de l'authentification forte, le scénario reste le même, sauf que va s'ajouter une étape supplémentaire, qui est qu'on va me présenter un troisième écran où je vais devoir saisir un code personnel. Donc je saisis mon code, je valide et l'opération est terminée. Donc, dans le premier exemple, sous l'authentification simple, je vais n'utiliser qu'un seul facteur qui est le facteur d'authentification de possession, puisque j'ai reçu le code sur mon téléphone. Dans le deuxième cas, j'ai rajouté le deuxième facteur qui est celui de la connaissance, puisque c'est un code que je connais, qu'il n'y a que moi qui connais ce code. Donc, il faut savoir que ce déploiement de l'authentification forte a permis de sécuriser techniquement toute la chaîne des paiements et a donc permis de faire baisser la fraude sur la carte bancaire et aussi sur les virements banque en ligne. Ensuite, si je passe au chèque, là aussi l'Observatoire a mis en place un plan d'action qui lui a débuté en 2020. L'Observatoire a émis une dizaine de recommandations qui s'adressent à tous les acteurs de la filière, que ce soit les utilisateurs ou bien les banques ou les forces de l'ordre ou enfin les sociétés spécialisées dans le traitement des chèques. Et cela a permis de bien faire baisser la fraude au chèque dans la durée, même si la fraude au chèque est toujours très prégnante. Des exemples de recommandations, par exemple faciliter la mise en opposition d'un chèque perdu ou volé, ou bien encore protéger les chéquiers lors de leur envoi au domicile de l'utilisateur du moyen de paiement, ou enfin améliorer les contrôles des banques lorsqu'elles contrôlent les chèques, que ce soit du côté de la banque de la personne qui écrit le chèque, ou bien que ce soit du côté de la banque de la personne qui va encaisser le chèque. Donc voici, ça c'est des petits exemples de comment on fait pour garder la confiance des utilisateurs dans les moyens de paiement.